Bonsoir à toutes et à tous. Le Cercle d'Agora Politique est heureux de vous retrouver toujours plus nombreux pour sa 4e conférence de l'année. Pour mémoire, l'association que j'ai l'honneur de présider a pour objectif d'organiser 6 conférences par an autour d'un ou de plusieurs invités ayant une actualité éditoriale sur des sujets traitant de la vie de la cité et de son fondement démocratique. Nous souhaitons aussi aborder et partager avec le plus grand nombre des sujets qui nous aident à mieux appréhender la complexité du monde. Nous avons ce soir l'immense plaisir d'accueillir dans nos murs le juge, alors je sais pas si c'est le juge, l'ex-juge, l'ex-juge Renaud Van Ruymbeck, pour la présentation de son dernier livre consacré à l'exil fiscal, volontaire et frauduleux, intitulé Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. Selon la formule consacrée, le livre est en vente dans toutes les bonnes librairies, mais y en a-t-il de mauvaises? Et ce soir, auprès de notre partenaire, la librairie Mouche de Saint-Régois. Dans un premier temps, nous avions intitulé cette conférence « Place offshore, paradis pour quelques-uns, enfer pour tous les autres ». Et après mûre réflexion, nous avons choisi le titre plus court, mais aussi plus percutant, « Les paradis fiscaux contre la démocratie ». Mais il semble nécessaire de préciser le lien entre les deux. En effet, dans l'imaginaire commun, lorsqu'on parle de paradis fiscaux, on associe d'abord ces mots à un lieu un peu secret, un peu mystérieux, souvent une île au romantisme torride, où l'on irait bien passer quelques jours de vacances au soleil. Les Bahamas, les Seychelles, Maurice, Chypre, Malte. Il faut aussi ajouter Jersey et Guernesey pour nos amis normands dans la salle. Peut-être pas les plus ensoleillés, mais en tout cas les plus proches de nous, à quelques lieues des côtes normandes. Mais il s'agit vite de se ressaisir, car ces paradis ont plus une forte odeur d'argent, souvent sale, que d'embrun marin. Si on ajoute à cette liste Hong Kong, Dubaï, Singapour, la Suisse, le Luxembourg et les États qui pratiquent aussi le dumping fiscal, l'Irlande, les Pays-Bas, l'État du Delaware aux États-Unis, ou la City à Londres, on s'aperçoit que nous sommes devant un phénomène planétaire facilité depuis une quarantaine d'années par la mondialisation et la financiarisation de l'économie, et vite devenu systémique grâce à la perte d'influence et de souveraineté des États administrés face à un libéralisme débridé. Les conséquences sur la démocratie de ce tournant ultralibéral sont aujourd'hui visibles partout et connues de chacun à la lumière des affaires instruites par Renaud Van Ruymbeck et également à travers les affaires mises à jour par des lanceurs d'alerte et ou documentées par le Consortium international des journalistes d'investigation. Les Panama Papers, les Pandora Papers, LuxLeaks, Uber Files, etc. Ces affaires de corruption, d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale touchent tous les États, surtout les dictatures, mais pas seulement. Tous les gouvernements, avec une corruption endémique et des détournements de fonds qui échappent aux populations, souvent les plus pauvres. Toutes les institutions, Fédération sportive internationale, Parlement européen, on a vu récemment des valises de billets circuler entre les mains d'élus et de lobbyistes. La fraude fiscale, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, l'argent de la drogue, de la prostitution, les trafics d'êtres humains, sont devenus des phénomènes de masse par leur volume global, par leur poids énorme sur tous les budgets publics, par leurs effets sur l'accroissement des inégalités, sur les conditions du développement économique et sur les équilibres sociaux et écologiques. Tout ceci étant une cause, une conséquence d'un affaiblissement général de la démocratie dans la plupart des pays. Monsieur Van Ruymbeck, durant votre intervention d'une 30aine de minutes, pour laisser une large place au débat avec le public, vous nous aiderez à mieux comprendre les rouages de ces systèmes qui gangrènent les démocraties et qui contribuent aussi largement à la dégradation de nos services publics et de notre écosystème. Vous nous direz les difficultés pour les États et les instances internationales à mettre en place des structures de contrôle efficaces et les sanctions nécessaires face à cette véritable voyoucratie. Et à travers votre expérience de plus de 20 ans comme juge d'instruction, vous nous préciserez les difficultés pour la justice à œuvrer dans un monde fermé où le secret est la règle et où les stratégies d'évitement fiscal sont de plus en plus complexes. Avant de vous donner la parole, je voudrais terminer mon intervention par quelques chiffres. On estime que la fraude fiscale dans le monde représente entre 8 700 milliards de dollars et 11 300 milliards. En France, le coût est estimé entre 80 et 100 milliards.
c'est le coût annuel de la fraude fiscale en France. Amazon n'a payé aucun impôt sur ses revenus en 2021 en Europe, malgré un chiffre d'affaires de 53 milliards de dollars. L'entreprise a même bénéficié, tenez-vous bien, d'un crédit d'impôt de 1 milliard. Enfin, 1 milliard 200 millions d'êtres humains vivent dans le monde en état de pauvreté aiguë. Il s'agirait alors peut-être d'engager une réflexion peut-être plus philosophique. L'accumulation des richesses par une poignée d'hommes a-t-elle, dans ces circonstances, une limite raisonnable? L'humanisme ne nous impose-t-il pas une meilleure répartition des richesses? Merci de cet exposé, parce que j'ai plus rien à dire. Vous avez tout dit. En fait, vous avez vu à travers l'exposé que vous avez fait, je ne vais pas dire l'ampleur des dégâts, mais l'importance du problème. On parle de 8700 milliards. On n'imagine même pas ce que représente cette somme, tellement c'est abstrait. Ce qui est quand même très, très inquiétant, je trouve, c'est que cet argent, on en a besoin. Parce que dans ces 8700 milliards, alors c'est un chiffre qui a été avancé par un économiste de renom, d'autres parlent effectivement, certains avancent même le chiffre de 30 000 milliards, vous voyez. On sait que c'est énorme, c'est extrêmement difficile à quantifier parce que c'est de l'argent caché. C'est le principe, c'est de l'argent caché. Alors, il y a des grandes fortunes, il y a des multinationales, vous en avez rappelé une, qui ne payent pas ou qui payent très peu d'impôts, ils jouent sur les frontières, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, qui est quand même prête à discussion, parce que c'est une injustice flagrante. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez l'argent des dictateurs corrompus, toute la corruption, à grande échelle, évidemment, et puis plein d'infractions pénales, les trafiquants de drogue d'un certain niveau, les mafias. Donc tout ça, ça forme toute cette masse d'argent. Et puis les fraudeurs fiscaux, évidemment. Les fraudeurs fiscaux qui ont des revenus qu'ils arrivent à dégager à l'étranger en pompant, entre guillemets, dans l'entreprise sur des contrats internationaux ou autres, par exemple, et qui ne vont pas payer d'impôts. Alors, vous avez raison de le dire, ce n'est pas les plus pauvres. On est bien d'accord. Donc, c'est vrai que, comme vous l'avez justement rappelé, il y a un éventail qui s'est creusé dans nos sociétés de nos temps entre les plus riches et les plus pauvres. Il y en a des chiffres hallucinants sur la répartition des richesses. Mais en plus, vous avez cette fraude fiscale qui fait que la portion la plus riche ne paye pas d'impôts. Pourquoi? Parce qu'il y a ces paradis fiscaux. Alors, vous voyez, il y a déjà je dirais presque deux sujets en un sur ces paradis fiscaux. C'est que vous avez d'un côté l'évasion fiscale, des fraudeurs fiscaux, etc., mais aussi de la grande délinquance, des mafieux, des trafiquants de drogue, etc. Alors, j'étais pendant une vingtaine d'années au pôle financier à Paris. J'ai commencé par l'affaire Elf. Ça vous parle, l'affaire Elf, qui était là des centaines de millions. Alors à l'époque, on parlait en francs parce que ça remontait aux années 90-92. Mais là, j'ai véritablement découvert, pendant les 2 ans où j'ai instruit ce dossier, des circuits à grande échelle. À l'époque, c'était surtout en Suisse. Ça remontait aux années 90, les faits. En Suisse, également au Liechtenstein, essentiellement. Donc dans une vision européenne. Mais j'ai découvert à cette occasion comment ça marche. Voilà. Comment est-ce que ces circuits s'organisent? Parce qu'au début, je n'y connaissais rien. Et puis après, j'ai instruit beaucoup d'autres dossiers. J'ai passé ces 19 ans à explorer. L'essentiel de mon énergie est passé dedans, à essayer de comprendre. C'est quoi ces paradis fiscaux? Comment ça marche? Comment est-ce qu'on ouvre un compte à Singapour? Comment on achète une société offshore de Panama ou des îles Caïmans? Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent à l'île Maurice? Voilà, toutes ces questions, je les ai creusées. J'ai fini par à peu près comprendre comment ça fonctionnait.
Et je me suis dit, ayant pris ma retraite il y a 3 ans, déjà 3 ans maintenant, ça fait le temps passer de vitesse, c'est effrayant. En plus, je me disais que j'aurais du temps, mais oui, je suis d'accord. Les retraités sont archi débordés. Avant, je ne le croyais pas, mais maintenant, j'en fais partie, donc je me dis, je suis archi débordé. Non, je me suis dit que ça serait bien de faire partager cette expérience à travers un livre qui explique. Voilà, parce que je pense que vous avez tous entendu parler des paradis fiscaux, mais c'est vague. Oui, il y en a qui ne payent pas l'impôt, mais voilà, je voulais expliquer réellement ce qu'il en était et comment ça fonctionnait, et dénoncer aussi un certain nombre de pays qu'on ne dénonce pas toujours. Vous avez cité l'exemple de Dubaï. Dubaï, c'est devenu l'épicentre des paradis fiscaux. Je suis sûr que vous ne le saviez pas en arrivant. Vous n'auriez pas pensé à Dubaï, paradis fiscal, vous ne pensez pas à Dubaï. Or, Dubaï, oui, quand même, oui. Ah oui, quand même. Ah, vous êtes très... Ah oui. Alors là, je vais écourter le propos, parce que c'est tout, voilà. Dubaï, pourquoi Dubaï? Parce que Dubaï, il ne coopère pas. Il y a des enquêtes, il ne coopère pas. Alors vous avez des pays comme ça, où les juges instruisent des dossiers, j'en ai fait partie, au pôle financier, et il y a des pays où vos demandes, vous demandez un compte, vous demandez les relevés d'un compte dont vous avez eu connaissance à Dubaï ou à l'île Maurice, vous l'avez cité tout à l'heure. L'île Maurice, j'ai eu une affaire une fois, j'ai envoyé une demande. Alors, il fallait passer par le circuit long, hein. C'est-à-dire qu'il fallait que ma demande, je la transmette au procureur de Paris, qui la transmettait au procureur général de Paris, qui la transmettait au ministère de la Justice, puis au ministère des Affaires étrangères. Oui, vous souriez, il y a des bureaux où ça traîne quelquefois. Bon, il suffit d'un et voilà, on est bloqué. Ensuite, les Affaires étrangères à l'ambassade de France à l'île Maurice, puis au ministère des Affaires étrangères de l'île Maurice, puis au ministre de la Justice, puis au procureur, puis à la personne, au magistrat qui va être en charge, qui lui va simplement faire une demande à la banque pour avoir les relevés du compte et savoir ce qu'il y a sur le compte, d'où vient l'argent, où est-ce qu'il part et qui en est titulaire. Voilà. Et puis une fois que ce magistrat mauricien, que j'ai jamais connu, hein, pour moi ça reste une chimère, hein, aura fait son travail, ben, il va renvoyer, mais par le même circuit. Alors vous voyez tout de suite la disproportion entre l'efficacité de mon travail, j'allais dire l'inefficacité, et la rapidité à laquelle ceux qui sont aux manettes peuvent faire partir de l'argent par Internet, c'est très facile, ça va très vite. Là, de Dubaï à Singapour, de Singapour en Suisse, etc. Le juge derrière, quand il fait l'enquête, à chaque fois, il faut qu'il fasse des demandes dans chaque pays. Oui, vous voyez, voilà. Bon. Alors, à l'île Maurice, je m'étais inquiété quand même au bout d'un an. J'avais aucune, mais vraiment aucune nouvelle. Et j'ai commencé à aboyer. Voilà. Ça m'arrive d'aboyer. Donc, à la chancellerie, au ministère de la Justice. Mais quand est-ce que vous l'avez reçu? Quand est-ce que vous l'avez envoyé? On passe son temps à ça. Voilà. Et puis, après, aux Affaires étrangères. Alors là, c'était... Ils n'aident pas. Ils n'aident pas. Nous, on n'est pas dans la diplomatie. Hein, donc, le ton n'est pas le même. C'est secret, c'est maison. Alors, tout ça pour apprendre qu'en fin de compte, ma demande que j'avais envoyée un an plus tôt, elle n'était jamais arrivée à l'île Maurice. Mais on ne savait plus où elle était. Alors, sur la plage, sous les cocotiers. Voilà. Donc, c'est désespérant. Enfin, pour moi, mais pas pour celui que je traque, évidemment. Donc, l'île Maurice, vous voyez, c'est un paradis fiscal. Pas seulement fiscal, c'est ce qu'on appelle un paradis judiciaire. C'est-à-dire que nous, on n'a pas accès, ou très difficilement. Alors, puisqu'on parle de cocotiers, de plage, je pourrais visiter les Seychelles. Alors je vais vous raconter une petite anecdote parce que quand j'ai écrit le bouquin, j'ai dit tiens, les Seychelles, je vais regarder sur internet. Alors j'ai pris mon téléphone
et j'ai tapé offshore Seychelles. Et je suis tombé sur un cabinet conseil qui propose des offshore. Et j'ai lu leur programme, mais je dis, mais c'est le plan de mon bouquin. On ne paye pas d'impôts, tout est secret, on va vous conseiller, on va vous fournir des sociétés offshore. Enfin, il y avait toute la panoplie. Alors, ce qui est le plus drôle, c'est que... Enfin, plus drôle, c'est que après, ils m'ont relancé. J'avais des alertes sur mon téléphone. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je leur réponds, je dis, bon, on ne va pas descendre à leur niveau. Donc, je les ai mis comme spam. Vous voyez, là, je les ai éjectés. Mais c'est pour vous dire qu'ils ne se cachent pas. Hein, ils ne s'en cachent pas, c'est extraordinaire. Enfin, on dit aujourd'hui, alors il y a des listes, vous savez, les États, le G20, l'OCDE a pris des mesures contre les paradis fiscaux, notamment ils ont fait, l'Europe aussi, ils ont fait des listes grises, blanches, noires, des bons. Bon, mais vous voyez qu'un pays comme les Seychelles, vous pourrez ouvrir un cabinet, fournir tout l'ingénierie et tout le nécessaire pour créer des offshore si vous avez de l'argent. Alors, si vous avez de l'argent, entendons-nous bien, hein, si vous n'avez pas 10 millions d'euros, c'est pas la peine. Hein. Alors, je me souviens, en Suisse, une fois, il y avait un gérant de banque qui avait noté comme ça, dans l'intérieur de la banque, à l'époque c'était des francs, hein, oui, on fait de l'histoire ancienne, mais non, des francs suisses. Jusqu'à 40 millions, c'est moyen. C'est au-delà que ça commence à être intéressant au niveau clientèle. Voilà, donc, voilà le type de clientèle qui démarchait pour gérer leur fortune, évidemment pour leur éviter de payer tout un peu. Donc vous voyez bien qu'à travers ces quelques exemples, il y a toute une frange de gens qui fraudent à grande échelle, et c'est d'autant plus dommageable que nos États ont besoin d'argent. Les hôpitaux, on parle des retraites aujourd'hui, l'éducation, le changement climatique, tout ça. On demande de plus en plus à la collectivité, à l'État. Or là, on a des masses d'argent colossales qui sont soustraites à tout impôt. C'est tout à fait anormal. Et je ne comprends pas que les États ne réagissent pas. Alors, vous avez intitulé le sujet, vous avez associé la notion de démocratie. Et vous avez raison, parce que quand on regarde dans le monde aujourd'hui, à votre avis, il y a plus de démocratie ou de dictature? De dictature, en plus elle progresse. Alors, comment voulez-vous que les États dans le monde décident de lutter contre cette fraude et contre ces paradis fiscaux, dès lors que la moitié d'entre eux sont des dictatures, ou plus de la moitié, et que ces dictateurs, les dictatures égale corruption. Parce que corruption, il n'y a pas dictature, il n'y a pas de presse libre, et il n'y a pas de juge indépendant. Il faut les deux pour lutter contre la corruption. En plus, dans ces dictateurs corrompus, ou leurs proches, ou leurs ministres, etc., ils ont leur argent dans les paradis fiscaux. Ils ne sont pas fous, croyez pas qu'ils aient des... Oui, ils ont des espèces chez eux, du liquide. Mais les sommes sont telles qu'on va les mettre dans les paradis fiscaux, on va les mettre à Dubaï. Alors Dubaï, c'est comme l'île Maurice, hein, ils ne répondent pas, ils ne coopèrent pas. Et vous avez aujourd'hui, alors j'ai commencé le livre par cet exemple parce qu'il me paraît parlant, les oligarques. Ah oui, les oligarques, j'ai lu là, récemment dans la presse que les oligarques, vous savez qu'ils font l'objet de sanctions, de gel des avoirs. Bon, gel des avoirs, certains étaient déjà visés depuis 2014, quand la Crimée avait été... il y avait une opération spéciale russe en Crimée, on va dire les choses comme ça, pour 300 personnes.
Donc dès cette époque, il y a eu des listes, des blacklists, et des gens qui étaient blacklistés, les oligarques, parce qu'ils sont proches du pouvoir, parce qu'ils sont proches de Poutine, parce qu'il y a de la corruption, etc. Donc ils ont pris des mesures depuis, des mesures d'opacité. Et ces oligarques, ils ont mis leurs avoirs à Chypre. Chypre, que je sache, c'est dans l'Union européenne. Que fait l'Union européenne? Et à Dubaï. Parce qu'ils ont très bien compris qu'à Dubaï, on ne leur poserait pas de questions. Votre argent m'intéresse. Peu importe d'où il vient, je ne vous poserai pas de questions sur son origine, du moment que vous l'investissez chez nous. Et puis, ces oligarques, s'ils s'installent à Dubaï, s'il y a des mandats d'arrêt, on n'en est pas là, hein, mais si un jour il y a des mandats d'arrêt, ils n'exécutent pas. En plus de cela, Dubaï, comme d'autres pays, comme le Qatar avec son gaz, etc., Dubaï fait partie des Émirats Arabes Unis, ça ne vous a pas échappé. Dans les Émirats Arabes Unis, il y a Abu Dhabi, il y a du pétrole. Donc, ne comptez pas aujourd'hui sur nos démocraties pour aller chatouiller ces pays. Donc, c'est l'Eldorado parfait. Par contre, il y a une faille, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez entendu parler des Papers. Il y a eu les Dubai Papers. Dubai Papers, c'est manifestement un lanceur d'alerte qui a alimenté la presse, qui a donné un fichier, le fichier d'un cabinet conseil de Dubaï qui gérait des fortunes, avec des systèmes offshore, des sociétés panaméennes, etc., mais avec des comptes à Dubaï. Et il y a la presse, il y a un consortium de journalistes qui a traité les Panama Papers, qui a traité les Paradise Papers. Tous les ans, tous les 2 ans, vous avez des révélations comme ça, où ils sortent du nom, et c'est un consortium de journalistes internationaux qui, moi, me rassure. Ça me rassure parce que je dis que celui qui fraude, qui se croit complètement à l'abri à Dubaï, il ne l'est pas complètement. Parce qu'il peut y avoir un lanceur d'alerte qui va alimenter la presse. Et son nom va se retrouver en premier dans la presse. Et s'il est dans la presse, la justice peut s'intéresser et doit s'intéresser à lui, et merci aussi. C'est les Français, bien entendu. Mais ce consortium est sur plusieurs pays. Donc, ça a son importance. Pourquoi cette faiblesse de Dubaï, comme d'autres places? Tout simplement parce qu'il y a des écritures informatiques. Il y a toujours, dans tout système, vous avez beau cacher, vous avez beau vouloir Moi, si je suis fraudeur, je ne veux pas laisser de traces pour pas qu'on puisse me retrouver et pour pas qu'on puisse venir chercher et saisir mon argent. Oui, bien sûr, mais dans tout système, quel qu'il soit, même avec des trusts, des sociétés des îles Caïmans, etc., dès lors qu'il y a un mouvement bancaire, il y a écriture informatique. Donc il y a une trace. Donc les lanceurs d'alerte, aujourd'hui, sont essentiellement des informaticiens. Soit des informaticiens de la boîte, parce que tout d'un coup, ils ont un sentiment d'injustice. Bon, une révélation qui leur tombe dessus un jour. Soit le patron les a virés, soit ils refont leur vie avec une femme qui va leur dire « Ah, c'est pas bien ce que tu fais, etc. » Enfin, voilà, je vois que vous comprenez. Donc voilà, ces lanceurs d'alerte, informaticiens, dès lors qu'ils ont les clés et qu'ils arrivent à avoir le fichier de toute la boîte, des boîtes offshore, des boîtes qui organisent, des sociétés de conseil qui organisent les placements, eh bien, à une certaine époque, ils les livraient à la justice. Alors, si vous livrez, si vous êtes informaticien de génie, il y en a dans la salle, j'en suis certain, parce que ça peut aussi être des hackers, ça peut être des gens de l'intérieur, mais ça peut aussi être des hackers. Si vous avez des fichiers comme ça, allez aux États-Unis, n'allez pas en Europe. Allez voir le fisc américain. Parce que le lanceur d'alerte qui a lancé l'histoire UBS, il y avait tout un fichier UBS. Oh, stupeur! D'honnêtes citoyens américains ne payent pas leurs impôts, ont des comptes à l'UBS en Suisse. Le lanceur d'alerte qui a été aux États-Unis,
qui a lancé cette affaire, il a touché 100 millions de dollars. Ah oui, mais parce qu'il a rapporté des milliards à l'État américain. Alors en France, ça ne marche pas comme ça. Celui qui a dénoncé un fichier HSBC en Suisse, la justice suisse n'a pas apprécié du tout la manœuvre. C'est-à-dire qu'elle a considéré, elle a fait abstraction du fait qu'il y avait des fraudeurs fiscaux. Elle a considéré que le fautif, c'est le lanceur d'alerte. Pourquoi? Parce que c'était un informaticien de la banque qui avait volé un fichier. Donc, atteinte au secret bancaire. Alors ça, en Suisse, atteinte au secret bancaire, c'est très grave. Hein. Ah ben oui. Et deuxièmement, détournement de fichier. Ça appartient à la banque. Donc, qu'a fait la banque? On est à la même époque que le lanceur d'alerte américain. Qu'a fait la banque? Ben, elle a déposé plainte auprès du procureur compétent, je crois que c'est celui de Berne, procureur fédéral en Suisse. Et je ne suis pas procureur, moi, là-bas en Suisse. Mais si j'avais été procureur à Berne, je ne peux pas l'être, c'est évident. Évidemment que la plainte de la banque, je me serais assis dessus, j'aurais quand même regardé les fraudeurs, etc. Qu'est-ce que c'est que cette banque? Qu'est-ce que c'est cette activité? Est-ce qu'on nettoie ou pas la place? Ben non, on ne la nettoie pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va lancer un mandat d'arrêt contre le lanceur d'alerte. Alors, lanceur d'alerte, il avait, il était originaire d'une famille qui habitait du côté de Nice. Alors, qu'ont fait nos procureurs suisses, parce qu'on est dans l'urgence, comprenez, la banque, oh là là, le fichier de nos clients, il est parti, un informaticien de notre banque est parti avec la copie du fichier, il y a le feu au lac. Ils appellent, ils envoient une demande au procureur de Nice en lui disant il y a un vilain monsieur qui a détourné un fichier, la banque a déposé plainte, on veut une perquisition chez ses parents, là, je ne sais plus s'ils habitaient la région. Alors là, quelquefois, il y en a qui manquent de chance dans la vie. Parce qu'il se trouve que le procureur de Nice, c'était un certain monsieur de Montgolfier. Alors, je veux dire, pour demander à quelqu'un d'étouffer une affaire, c'est quand même pas de chance. Hein. Et qu'a fait mon collègue Montgolfier? Vous voulez une perquisition? Ben, je vais la faire. Et il fait la perquisition. Il découvre la copie du fichier, avec tous les noms des clients de la banque. Et qu'est-ce qu'il en fait? Ben, il regarde. Ah ben voyons, ben oui, madame, vous n'en seriez pas privé. Et après, il y a une discussion avec les Suisses. Parce que les Suisses ont réclamé le fichier. Mon collègue n'était pas très chaud, je ne sais pas pourquoi, pour leur envoyer le fichier. En tout cas, il en a gardé une copie. Il l'a envoyé à Paris. Alors Bercy, pas trop ce qui s'est passé à l'époque à Bercy. Finalement, ça a fini par atterrir au pôle financier. Et Bercy a fini par traiter ces dossiers. Et alors, il y a des gens qui étaient dans la liste, là, qui étaient... Oui, madame, si vous aviez votre compte à la HSBC à l'époque, c'est vraiment pas de chance non plus, parce que tous les autres passent à travers, mais vous, on va... Bon, donc qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez passer dans la cellule de dégrisement. On appelle ça comme ça, dans le jargon. Ouais, j'avais un compte en Suisse. Bon, alors, vous allez prendre un avocat, puis vous allez à Bercy essayer de négocier. Alors, Bercy, ils apprécient la spontanéité ou pas de la démarche. Hein. Là, elle n'est pas vraiment spontanée, donc vous risquez quand même une amende assez lourde. Mais vous essayez de sauver les meubles. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu, puis il y en a d'autres qui ont contesté. Et là, Bercy a déposé plainte et on a instruit au pôle financier des dossiers sur la banque et sur... enfin bon, à partir du moment où la majorité des gens reconnaissaient l'authenticité du fichier, pourquoi est-ce qu'il serait faux pour d'autres? Toujours est-il que la Suisse
a toujours refusé de nous donner l'original du fichier, en disant mais il est volé. Donc vous voyez un peu le double discours. Par contre, je vous parlais de l'affaire, je vais en terminer là parce que la demi-heure est... Ouais, d'accord. Je sentais le rappel à l'ordre dans mon dos. Donc je vais finir là-dessus, puis je vais vous donner la parole, on va continuer sous forme de débat et de questions. Par contre, notre lanceur d'alerte américain, là, on est à la même époque. Alors, je veux dire, rappeler une chose aussi quand même, c'est que sur celui qui est venu en France, là, les Suisses ont lancé un mandat d'arrêt international, et notre lanceur d'alerte, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il est parti en Espagne, il a quand même fait quelques mois de prison en Espagne. Alors, si on compare avec celui, c'est pour ça que je disais, si vous êtes informaticien, lanceur d'alerte, vous avez accès, allez aux États-Unis, parce que non seulement lui, il a touché 100 millions de dollars, mais le fisc américain a demandé à l'UBS la liste de tous les clients, les originaux, que nous, on nous a refusés. Et eux, vous croyez qu'on a refusé? Eh ben non. UBS a donné les fichiers. C'est-à-dire qu'ils ont violé le secret bancaire suisse. Oui, mais l'oncle Sam, il a des pouvoirs que nous n'avons pas. L'oncle Sam, il vous dit, si vous ne coopérez pas, ben vous ne ferez plus une opération en dollars. Autrement dit, c'est la mort de la banque. En France, on n'avait pas un vrai soutien politique européen à ce niveau-là. Hein. Donc nous, on n'a pas eu. Et eux, ils l'ont eu. Donc vous voyez, derrière ces paradis fiscaux, il y a aussi de la géopolitique. Il y a des rapports de force, des rapports d'argent. Je vous ai dit, pour revenir à notre introduction, il y a des dictatures, il y a les dictateurs. Exemple, la Chine. C'est beaucoup de gens, la Chine. Alors, corruption partout, sauf le numéro 1. Eh ben, le numéro 1 n'est pas corrompu. Par contre, quand il voit qu'il y a un 3 ou 4 qui ne lui plaît pas, ah ben là, il a trouvé de la corruption. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, la Russie, oui, voilà, vous avez compris, c'est pas mieux. Sachant que ces dictateurs, je vais terminer là-dessus parce que je commence le livre sur ce magnifique yacht. Alors c'est un yacht qui vaut plusieurs centaines de millions d'euros. Il était paisiblement, au moment où arrive la guerre en Ukraine, pardon, l'opération spéciale, il était dans un petit port italien bien tranquille. Ah oui. Et malheureusement, petit port italien tranquille, attention, en Italie, vous avez les procureurs qui, eux, sont particulièrement indépendants et efficaces. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert un dossier et, au moment du début de la guerre, ils ont saisi le bateau, ils ont gelé le bateau. Puisque, vous savez que quand il y a eu le déclenchement de la guerre, l'Europe, les États-Unis, la Grande-Bretagne ont établi des listes d'oligarques en disant on va geler leurs avoirs. Ah. Donc ce bateau, il s'appelle le Scheherazade. Alors, des mauvais esprits dont je ne fais pas partie, ne riez pas, s'il vous plaît. Ces mauvais esprits pensent que c'est le bateau de M. Poutine. Parce qu'il était dans la mer Noire au moment où il était réfugié, parce qu'il avait peur du Covid, paraît-il, donc il était là. C'est des gens du FSB qui gardent le bateau. Et alors, le bateau, au nom de qui est-il? À qui appartient-il? Parce que, ok, j'aime les avoirs des oligarques, mais attendez, est-ce que vous croyez une seconde que les oligarques sont assez bêtes pour avoir tous leurs avoirs à leur nom? Ah non, ils ont des coquilles, ils ont des sociétés offshore, des sociétés écrans. Ça n'a pas loupé. Le Scheherazade, il y a deux sociétés. Une c'était les îles Marshall. Vous situez les îles Marshall? Moi, je ne situe pas parce que j'ai jamais eu le cas, mais c'est dans le Pacifique. Et puis une autre société, je crois, des îles Caïmans. Ça vous parle aussi? Ouais, voilà. Donc allez savoir qui est derrière. Alors il semblerait que derrière, ça soit un oligarque.
Ah, mais un oligarque, c'est pas Poutine. Oui, mais là aussi, je fais du très mauvais esprit. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un certain nombre d'oligarques qui sont tombés par la fenêtre. Ouais. Parce qu'il y a un patron dans le bateau, j'ose dire. Et c'est... Pensez bien que Poutine, il ne peut pas aller au Liechtenstein ou à Singapour pour ouvrir une société offshore avec lui, acheter une société offshore et apparaître et venir avec sa carte d'identité. Non. Il va faire le travail par des oligarques, par des amis. Alors on dit aussi ses filles, je ne sais pas si c'est vrai, on dit aussi son ami violoncelliste qui a 2 milliards, je crois, c'est presque que j'ai lu. Bien, non, mais il y a des violoncellistes qui gagnent bien leur vie, il ne faut pas croire. C'est son ami d'enfance, bon. Donc, tous ces gens-là sont en réalité des écrans. Voilà. Et après, il va falloir démontrer que derrière un tel se cache en réalité un tel. C'est vrai pour tous les dictateurs qui ont de la fortune. Alors, il y a 20 ans, ils pouvaient peut-être avoir des comptes à leur nom, aujourd'hui c'est plus possible. Donc, ils ont des hommes de confiance. Alors, je termine là-dessus. La confiance. Alors, c'est-à-dire, vous avez, par exemple, vous avez aussi, pour Poutine, vous savez, son opposant qui est en prison, Navalny, il a expliqué que le petit pavillon qu'il avait en mer Noire, ce petit pavillon était au don, appartenait à Poutine, il valait une fortune colossale. Et on retrouve des oligarques, des sociétés offshore avec des bénéficiaires oligarques, etc. Et donc, il a ses amis oligarques, bien sûr. Alors, vous savez, les dictateurs, la confiance règne jusqu'à un certain point. Donc, tant que vous faites régner le régime de la terreur, c'est-à-dire que ceux qui ont des velléités de vous trahir ou de prendre l'argent au passage, vous trahissent, ils passent par la fenêtre. Alors, évidemment, après, j'ai souvent vu, j'ai vu les dictateurs du Nigeria aussi qui avaient amassé, on parlait de 3 milliards de dollars, quand même. Un pays pauvre, archi pauvre, alors qu'il y a des matières premières, le dictateur avait plusieurs milliards. Et là aussi, il avait des hommes d'affaires qui servaient d'intermédiaire. Alors, tant qu'ils sont là, ils tiennent. Le jour où ils disparaissent, c'est pour mes enfants, c'est pour ma femme, c'est pour ma maîtresse, c'est pour ci, c'est pour ça, oui, mais il y a quelqu'un qui est aux manettes et qui va être derrière pour le contrôler s'il s'approprie, parce que les choses, c'est lui qui apparaît, non pas comme propriétaire direct, mais comme le bénéficiaire des sociétés offshore propriétaires du bien. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est ça les montages. Alors, il y a des sociétés offshore, il y a aussi des trusts. Les trusts, ça vous parle? Là, je termine. J'ai eu un jour un avocat américain. Son client avait racheté un trust, une villa sur la Côte d'Azur. Au nom il y avait un trust. Alors, je vais encore discuter avec lui parce qu'il me dit, mais qu'est-ce que vous reprochez à mon client? Je lui dis d'abord, il rachète un bien. Le bien avait été détourné, etc. Bref. Et puis, dans la conversation, il me dit, mais il a le droit d'avoir un trust. Oui. Oui, maître, bien sûr, il a le droit d'avoir un trust, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un trust? Moi, si j'achète, vous savez, on redescend. Ouais. À nouveau, moi, si j'achète, ok, je ne vais pas m'acheter une villa à 20 millions d'euros sur la Côte d'Azur, on est d'accord. Mais si j'achète à mon nom. Pourquoi voulez-vous que je constitue un trust et que je le mette au nom d'un trust? Pour moi, il y a fraude. Non, mais c'est légal. Oui, c'est légal, mais il y a une volonté de fraude. Ah oui, le type de débat qu'on peut avoir. Hein, parce qu'on a des outils légaux qui existent et qui sont utilisés à des fins. Moi, je ne vois pas d'autre fin que soit on ne veut pas payer d'impôts, soit on veut léguer ses biens à ses enfants sans qu'il y ait droit de succession. Regardez les trusts, on vous parle de trusts aujourd'hui qui ont des œuvres d'art qui valent des fortunes. Encore lu dans la presse récemment, quelqu'un de richissime qui avait créé un trust
là, dans un pays anglo-saxon, justement, pour y mettre des œuvres d'art. Et pourquoi est-ce qu'il met des œuvres d'art dans un trust? Alors, je vois le mal partout. J'ai un mauvais esprit. C'est vrai que j'ai pris la retraite, mais j'ai pas perdu mon mauvais esprit. On va faire circuler les micros dans la salle. Vous pouvez poser des questions. Oui, je voulais poser, je suis ici. Oui. Je voulais poser une question concernant le rôle des États. Pour la petite histoire, j'ai travaillé dans une cellule anti-blanchiment. J'ai vu aussi des choses, même à mon petit niveau. Même à mon petit niveau, je travaillais dans une banque et j'ai donc travaillé dans une cellule anti-blanchiment. Même à mon petit niveau, j'ai vu les oligarques passer par Chypre et acheter la maison de Nourieff à Saint-Barth, sans qu'on puisse jamais trouver l'origine. Mais bon, vous ne l'avez pas trouvé, moi encore moins, bien sûr, à mon petit niveau. Mais la question que je me suis toujours posée, c'est de savoir s'il n'y avait pas une hypocrisie de la part des États concernant ces États. Tout simplement parce que quand on voit par exemple que M. Juncker, qui était quand même pas mal dans son genre, a quand même été au Conseil européen, ou je ne sais plus, enfin, dans une instance européenne, donc pour faire la lutte anti-blanchiment de ce côté, ça me paraissait compromis. Quand j'ai vu aussi un jour la commission bancaire passer me voir accompagné d'un jeune monégasque qui faisait ses premières armes, qui se demandait pourquoi on signalait tel ou tel objet, vous voyez pas où était le problème. Quand je vois aussi que toutes ces listes noires, grises et autres, tout le monde est sorti des listes grises, tout le monde a mis en place un service anti-blanchiment, du coup tout le monde est parfait, j'ai des doutes quand même concernant les États. Et j'en suis arrivé à me demander si les États n'étaient pas eux-mêmes des clients de ces paradis fiscaux pour leurs opérations un petit peu à la main. Là, alors, je ne sais pas si j'ai un mauvais esprit, mais vous, madame... C'est l'expérience. C'est le terrain qui parle, vous voyez. Mais vous avez raison, vous avez dit le mot hypocrisie. Alors, je n'irai pas dire jusqu'à dire que les États, parce que là vous parlez d'États, on a des comptes dans les paradis fiscaux, peut-être des services secrets, oui, mais c'est relativement marginal. En tout cas, je parle de nos États démocratiques. Ce sont des personnes physiques, ou des personnes morales, c'est-à-dire je vous ai parlé de sociétés offshore, de sociétés écrans, qui ont des avoirs dans les paradis fiscaux, ce n'est pas les États. Les États sont spoliés, ils sont victimes dans ce système-là. Donc pourquoi est-ce que les États ne réagissent pas? Et vous avez raison. En France, tout est réglementé, archi-réglementé. Vous avez parlé de la commission bancaire, on peut parler de Tracfin, on peut parler... Ok, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est sur les avoirs qui sont à l'extérieur, en dehors de nos frontières. Et c'est là qu'il faut agir. Et là, c'est vrai qu'on constate une frilosité de nos États. Alors, vous avez rappelé, il y a eu les listes, les listes noires. À un moment donné, c'est le G20 ou le G7, je ne sais plus, qui a décidé de faire des listes. Mais comme vous dites, on soigne l'apparence. C'est-à-dire qu'on signe des conventions internationales. Quand Panama signe une convention internationale avec les îles Caïmans, ils ont un bon point. Voilà. Quand vous avez accumulé suffisamment de bons points, on vous enlève des listes noires. C'est aussi... Alors, j'ai regardé même plus ces listes, parce que pour moi, ok, il y en a qui ont leur place, mais il y en a qui... Pourquoi d'autres n'y sont pas? C'est aberrant. Moi, je le voyais sur le terrain. Parce que je ne suis pas un théoricien, moi, je suis un mécanicien. Voilà, j'ai démonté des moteurs, et je vois bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Singapour se veut une place avec une task force, etc. Bon, mais Singapour, coopération à minima. Donc, paradis fiscal. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens cachent leur argent à Singapour? Ben, il y a des raisons. C'est qu'il y a une opacité réelle. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie, d'abord, je pense. Et puis, il y a aussi une incapacité des États à résoudre le problème. C'est pas en multipliant les lois en France que vous allez changer quoi que ce soit. Ça sert à rien. C'est pas en multipliant le nombre des enquêteurs, parce qu'on dit toujours qu'il faut augmenter les enquêteurs de la police financière. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils les comptent sur l'île Maurice, ils ne vont pas aller à l'île Maurice. C'est là-bas que le problème se pose. Et Chypre, comme vous l'avez dit, Chypre qui était une place qui est redevenue, paraît-il, une place financière, parce que Chypre s'est écroulé, un peu comme le Liban d'ailleurs, s'est écroulé financièrement, et ils
ils ont reconnu, je ne sais plus comment on dit, renaître de ses cendres, comment. Vous voyez ce que je veux dire? Comment? Voilà. Donc, et entre parenthèses, avec l'aide de l'Europe. Hein. Oui, voilà. Ben oui, avec nos impôts. C'est nos impôts qui financent l'Europe et qui a financé le redressement de Chypre. Et je lisais encore récemment que des oligarques sont à Chypre. Et pourquoi ils sont à Chypre? Eux, leur problème, d'abord, c'est de gérer ses fortunes en payant le moins d'impôts possible, comme tous les oligarques de la planète. Les oligarques russes, ils veulent échapper aux sanctions. Voilà. Et pour échapper aux sanctions, eh ben, ils vont à Chypre, dans l'Union européenne. Chypre, d'ailleurs, si vous voulez acquérir un passeport à Chypre, vous connaissez là. Comme à Malte. Comme à Malte. Alors Malte, c'est encore pire, parce que Malte, il y a une journaliste qui a été assassinée alors qu'elle enquêtait sur la corruption à Malte. Entre parenthèses, ils ont arrêté les exécutants. Bien. Mais moi, je voudrais bien voir les commanditaires. Je n'ai pas vu pour l'instant. Hein. Donc voilà, Chypre, l'exemple parfait. Alors Chypre, si vous voulez acquérir un passeport européen, il faut quand même amener 2 millions d'euros. Et les laisser. Vous apportez 2 millions d'euros, on vous donne un passeport chypriote, donc un passeport européen, quelle que soit votre nationalité. Pas mal. Alors, pas mal. Donc il y a des pays comme ça qui vendent des passeports, voire des protections. Parce qu'avec un passeport européen, vous avez la qualité d'européen. Donc si un Chinois vous lance un jour un mandat d'arrêt sur le dos, parce que si, parce que ça, bon, il n'écoutera pas. On aura une protection. Oui, bon, l'exemple paraît complètement farfelu, d'accord. Autre question. Oui. On parle de gens qui déplacent des milliards, qui ont un certain pouvoir. Comment un juge peut jouer contre des gens comme ça? Et qu'est-ce qu'il faut protéger pour que le juge puisse faire son boulot? Alors, le juge, il joue pas. Hein. Le juge, il traque, attention. Pas avec l'autre, même si, comme vous dites, ça devient presque un jeu de piste. C'est-à-dire que le juge, il va falloir qu'il reconstitue tout un circuit. Je vais vous prendre un exemple, la fraude carbone. Ça vous parle, la fraude carbone? On en a parlé. Comment? 20 milliards. Oh, peut-être pas 20 quand même, hein, non, n'exagérez pas là. On parle de 4-5 milliards en Europe de fraude à la TVA, c'est-à-dire de l'argent volé aux États européens. En France, on parlait d'1,4 milliard pour une poignée de gens. Une poignée de jeunes gens, alors c'est bien. Ça a duré un an, moins d'un an, et ils ont empoché 1,4 milliard. Et après, il y a eu des dossiers ouverts au pôle financier. Alors vous savez, la justice, elle est toujours lente à se mettre en route, on prend pas au départ, et puis les dossiers étaient dispersés, puis un jour on a pris conscience du problème, on les a réunis, et j'ai hérité d'un dossier justement de fraude carbone. Et pourquoi je parle de ça? Parce que là, j'étais face à un circuit, alors eux, ils avaient mis vraiment des circuits compliqués, et je me suis rappelé toujours les douanes judiciaires qui avaient travaillé le dossier, donc quand je récupère le dossier, je regarde, je fais le point avec eux. Alors, ces gens-là avaient envoyé de l'argent à Chypre, en Lettonie, parce que les pays baltes font aussi office de place où on paie de l'argent. On est en 2009. Hein, souvent, je fais de l'histoire ancienne, voire de l'archéologie, mais bon, en 2009, c'est pas si vieux non plus. Hein, 2009, 2008, 2009, l'argent part à Chypre, il part en Lettonie, il y avait une partie en Russie, encore un ou deux autres pays, et puis Hong Kong. Et je me vois dire aux enquêteurs qui m'amènent les éléments, le début de l'élément, parce qu'après c'est à moi de faire le travail, de faire la demande en Lettonie, auprès de mes collègues lettons pour qu'ils acceptent de coopérer, à Chypre, etc. Il faut que je reconstitue tout le circuit. Et je l'envoie en leur disant, ok, j'envoie
à Chypre, en Lettonie, tout ça, parce que je sais que dans un délai de 6 mois, 1 an, j'aurai des relevés de compte, mais Hong Kong n'y comptez pas. Parce que là, c'est pas 1 an qu'il va me falloir, hein, c'est beaucoup plus. Et vous savez, on est pris la justice toujours dans cette espèce de coup de ciseau, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille démonter des circuits compliqués, ce qui va prendre du temps. En même temps, on ne va pas faire juger les gens 10 ans plus tard. Sinon, on va nous dire la justice est lente, c'est toujours pareil. Bon. Donc, il faut faire des choix. Donc, je leur dis à ce moment-là, Hong Kong, oubliez, parce que là, c'est déjà une galère, mais là, si en plus on va là-bas, on n'en sortira jamais. Et puis donc, je récupère, au bout d'1 an, les comptes de Chypre, les comptes de Lettonie, la Russie aussi, qui avait coopéré. Et là, pas de chance. Tout l'argent qui était là était reparti à Hong Kong. Donc, ils sont venus me revoir, les enquêteurs. Et là, j'ai dit, ok, il n'y a pas le choix. J'ai honte de le dire, mais ce dossier m'a pris 7 ans. 7 ans, mais je le savais au départ, hein, c'est pour ça que je ne voulais pas y aller. J'ai quand même réussi à récupérer à peu près la moitié des fonds détournés. Ce qui est un résultat exceptionnel. Hein. Je me lance des fleurs quand même. Hein. Ah oui, vous allez dire, 7 ans juste pour rattraper la moitié des fonds, il n'y a pas de quoi être fier. Hein. Bon. Des avoirs à Singapour, qui étaient à Singapour, des avoirs aux États-Unis, ils avaient investi. On a vu des investissements aux États-Unis dans les subprimes. Ah, vous avez entendu parler de la crise des subprimes? Je crois que c'est 2008. Voilà. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés étranglés financièrement, qui ont dû vendre leur maison à bas prix. Oui, mais quand vous vendez à bas prix, vous avez des acheteurs. Et vous aviez une agence là-bas, je ne sais plus, c'était en Floride, qui ramassait des capitaux pour acheter les maisons. Ah oui, on va les louer, puis on va attendre que ça remonte. Et dans l'un de ces dossiers apparaissait justement de l'argent qui était investi, même dans plusieurs, investi dans ces subprimes. Donc non seulement ils avaient fraudé la TVA chez nous, mais ils investissaient en achetant à bas prix des maisons des subprimes. Alors j'ai réussi à en récupérer une partie, alors ça a été très compliqué parce que là il a fallu négocier avec l'oncle Sam. C'est quoi la fraude à la TVA? C'est quoi la TVA? Bon. Mais l'oncle Sam, il est long à la détente, si vous voulez. Il faut lui amener des preuves, etc. Donc il a fallu un dossier. Alors en plus, il vous oblige à expliquer, donc c'est pas plus mal parce qu'en expliquant, on est obligé de justifier. Donc c'est presque un deuxième contrôle sur le travail qu'on fait, savoir si notre démonstration est cohérente ou pas, si elle est fondée. N'empêche que le jour où ils sont passés à l'action, là, ils sont passés à l'action, on a pu saisir, enfin, 7 ans. Voilà. Mais je ne le regrette pas, parce que j'ai quand même la moitié. Hein. Ah, il y a des dossiers, on a 80%, puis il y a des dossiers, il y a 0. Hein. Parce que si ces gens-là avaient placé leur argent à Dubaï, j'avais 0. Mais ils ne pouvaient pas savoir. Alors, ils avaient placé à Hong Kong, puis à Singapour, parce que la Suisse, le Luxembourg, n'étaient plus jugés comme des places sûres. Parce que dans les années 2009, ils ont commencé à signer des conventions d'assistance avec l'Europe, avec les États-Unis, etc. Donc, leurs conseillers leur disaient, attendez, nous, conseillers suisses, on vous garde comme client, c'est pas le sujet. Simplement, les comptes, on va transférer vos avoirs de Suisse à Dubaï, à Singapour, et on va opacifier le circuit, on va complexifier le circuit. Ça veut dire qu'on va rendre le travail du juge quasiment impossible derrière. Si toutefois il s'en mêle un jour. Voilà. Il faut savoir que les juges, ils traitent peut-être un dossier sur 1000. Hein. Ah oui, la plupart, rassurez-vous monsieur, la plupart des fraudeurs, personne n'enquête sur eux. Mais comment voulez-vous que je sache que vous ayez un compte à Dubaï? Je ne peux pas le savoir.
par définition, je ne peux pas le savoir. C'est impossible. Je ne le sais que si vous avez eu un divorce qui s'est mal passé, votre femme savait qu'il y avait de l'argent à Dubaï, vous avez donné zéro. Bon, ces petits bras, mais madame, je vous en prie, madame, expliquez-nous, on va essayer de faire quelque chose. Bon. C'est comme ça que les affaires sortent, judiciairement. C'est toujours des accidents, mais ça ne devrait pas se produire normalement. Si vous aviez été correct avec votre femme. Une autre question. D'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre courage et votre opiniâtreté, parce que je trouve que c'est assez remarquable. Et d'ailleurs, une des questions, je vais poser deux questions, une des questions sera liée à cela, à savoir quels étaient vos rapports avec la hiérarchie de l'institution. Et la deuxième, est-ce que vous avez eu à connaître que des fraudeurs aient pu être victimes d'une falsification? Parce que tous les systèmes que vous démontez sont basés sur la confiance. Il y a des prête-noms, il y a des cabinets conseils, il y a des sociétés offshore. Est-ce que j'ai la garantie, si je veux essayer de pratiquer l'évasion fiscale, est-ce que j'ai la garantie de recouvrer mes fonds? C'est-à-dire, on peut en savoir plus, monsieur? La garantie absolue n'existe pas, monsieur. Si en plus, vous avez un jour un juge qui vous tombe dessus, vous êtes en fuite, j'ai vu un cas comme ça, mandat d'arrêt, la personne avait pris la fuite et avait confié ses avoirs à d'autres fiduciaires, d'autres structures plus opaques. Et là, il se faisait livrer de l'argent en espèces là où il était. Et là, je peux vous dire qu'avec l'évasion, on passe à faire. Ouais. Il y en a qui se sont sucrés. C'est comme quand un dictateur tombe, meurt, celui qui a l'argent, il est censé le donner aux enfants, etc. Il y a des grandes fortunes qui se constituent comme ça, subitement, parce que c'est lui qui détient les clés. Alors, je disais, la confiance, oui, mais on est quand même dans un monde de mensonges, de cachotteries, de secrets. Donc, il y a toujours le risque que celui à qui vous confiez vos avoirs profite de cela en se disant, de toute façon, personne ne saura jamais. Donc, je prends. Voilà. Ça. Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a pas de sécurité absolue. Il vous a posé une première question. La première question, mais j'ai répondu. C'est bon. C'est mauvais. Il y a eu des exceptions. En règle générale, je ne suis pas dans la norme. Une question toute simple, est-ce que vous avez fait l'objet de pression et comment vous vous protégiez par rapport à ces pressions? J'ai eu des menaces quelquefois. J'ai été protégé pendant 3 semaines, une fois, ici à Rennes. Il y a des menaces très précises, et puis moi je ne croyais pas trop, les policiers y croyaient. Et puis ça s'est révélé de l'intox, donc au bout de 3 semaines, ça va. Non, mais c'est agréable d'avoir un chauffeur qui vous amène tous les matins. Et vous pouvez plus aller voir vos copines, etc. Vous êtes surveillé, alors au bout de 3 semaines, j'ai demandé à ce qu'on laisse être relevé de cette protection, et j'ai passé le message, ils sont revenus le lendemain, on dit bon, ils veulent bien, mais ils voudraient juste que vous signiez une décharge. Je l'ai signé, mais on vit, on fantasme quelquefois aussi, on n'est pas non plus dans des... On n'a pas la mafia sicilienne en face de soi, donc il y a quand même un État en France, il y a des protections. Bon, donc oui, non, il ne faut pas non plus voir les choses plus noires qu'elles le sont. Donc il ne faut pas non plus vivre, si vous vivez dans la crainte, il vaut mieux faire un autre métier. Après, je n'avais pas de crainte, quelquefois je me disais attention, oui peut-être, oui, ça va bien de toute façon, et puis, oui, je me porte bien. Si je peux.
Tout va bien. Bonsoir. Donc ma question est un peu plus. Du coup, comment on peut lutter contre les paradis fiscaux? Comment on peut y mettre fin? Et est-ce que vous avez été approché en tant qu'expert par des politiques ou par l'Union européenne, justement, pour être entendu par rapport au circuit et pour avoir des idées sur des stratégies, justement, pour éradiquer les paradis fiscaux? Non. Non, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin, comme ça au moins, je vais dire que je ne savais pas. C'est la première question. Oui, comment faire pour lutter? Justement, pour lutter contre les paradis fiscaux, il faut lutter contre les outils. C'est-à-dire que les trusts, il faut supprimer les trusts. Moi, je veux bien les trusts, mais on nous dit c'est anglo-saxon, et alors? Ça existe depuis 100 ans ou 200 ans, et alors? À partir du moment où c'est devenu un instrument de fraude énorme, on doit supprimer les trusts. C'est-à-dire qu'on doit refuser, si on veut aller au bout de la logique, et c'est impossible, ce que je vous dis, c'est dans le rêve. Mais on a le droit de rêver. Voilà. Mais si on veut... Non, mais je veux dire, tant que vous aurez des trusts, c'est pas la peine de dire on lutte contre les paradis fiscaux, ça sert à rien. Vous voyez? Les États-Unis l'ont fait à une époque. Lutter contre les trusts? Contre les trusts? Oui, il y avait une loi qui interdisait tous les États-Unis. Ah, mais pas dans le sens où vous l'entendez. Vous entendez le mot trust, multinational qui truste tout, etc. Il n'y a pas de concurrence. Non, je parle trust, monsieur. Alors, je vais vous expliquer. Vous avez 100 millions d'euros de patrimoine. Je ne sais pas, un jour vous allez dire, je vais mettre ça dans un trust. La trust, ça veut dire que vous le mettez dans une... oui, une société, on dirait en France, mais c'est pas non plus une société, mais c'est ce qu'on appelle une personne morale, qui a une existence autonome, un trust. Vous confiez vos avoirs à un gérant qui va être, on va l'appeler le trustee. Par exemple, vous avez cité Jersey. Si vous voulez, c'est pas trop loin, Jersey. Jersey. Domaine, c'est un peu plus loin, mais Caïman, c'est plus loin aussi. Donc, l'argent ne va plus être à votre nom. Vous voyez? Par contre, vous allez continuer à en bénéficier. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le trust, parce qu'il y a le bénéficiaire, il y a le constituant et tout ce que vous voudrez, mais l'économie, c'est ça. C'est-à-dire que, moi, je pense toujours à l'origine, à l'aiguille du trust, c'est, vous savez, Richard Cœur de Lion, quand il part faire les croisades, l'idée des seigneurs qui partaient faire les croisades, il fallait que les biens, en leur absence, les domaines soient gérés dans l'intérêt du domaine. Donc on crée cette espèce d'institution qui s'appelle le trust. Voilà, enfin, Richard Cœur de Lion, il y a eu Jean Santerre, bon, là aussi, il n'y a pas de sécurité absolue déjà. Mais l'idée du trust, c'est ça. Alors monsieur, si vous voulez partir, faire le tour du monde en bateau, vous êtes jeune comme moi, on peut y aller, pas de souci, envoyez bien sûr, vous partez, et puis vous dites, je rentrerai dans 3 ans, 5 ans, vous avez vos 100 millions d'euros, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous n'allez pas pouvoir le gérer, donc vous allez confier un trust. C'est la seule hypothèse que je vois. Je n'ai jamais rencontré cette hypothèse dans un quelconque dossier que j'ai vu. Donc en dehors de cette hypothèse particulièrement marginale, l'idée de constituer un trust, c'est une idée de fraude. Voilà. Donc, tant qu'on a des trusts, tant qu'on les tolère, eh ben, on aura de la fraude parce que c'est un outil parmi d'autres et c'est un outil qui est parfaitement légal. Vous avez les trusts, vous avez les sociétés des îles Caïmans, les sociétés écrans. Quand vous ouvrez un compte à Singapour, moi c'est pareil, si on prend l'idée d'aller ouvrir, imaginons, je vais ouvrir un compte à Singapour, je l'ouvre à mon nom. Non, mais il y en a, ils ne font pas comme ça. Ils vont voir une société de conseil, en Suisse ou à Dubaï ou ailleurs, et ils vont me vendre une société des îles Caïmans. Alors ça me coûtera 20 000 euros, quand même. Alors, on peut aussi racheter des sociétés d'occasion. Ça coûte moins cher,
Et ça a servi à d'autres. Hein, donc si vous avez 100 millions, vous achèterez 20 000 euros, vous achetez 4 ou 5 sociétés écrans, ça vous coûtera 100 000 euros, mais les comptes ne seront pas ouverts à votre nom, ils seront ouverts au nom de ces sociétés écrans et vous serez bénéficiaire. Déclaré à la banque, en secret. Donc, deuxième chose à faire, il faut supprimer ces sociétés écrans. Ben, à partir du moment où il y a des sociétés bidons qui sont créées comme ça aux îles Caïmans, au Panama, aux îles britanniques, etc., une mesure simple consisterait à dire ces sociétés ne peuvent plus faire une opération bancaire. Voilà, c'est des solutions concrètes comme celle-là que je suggère. Et puis, il y a aussi ceux qui font tourner la machine. Par exemple, les Panama Papers. Je ne sais pas si vous avez suivi, au Panama, il y avait une société, alors je crois qu'ils avaient quand même 400 salariés, des choses comme ça. Mossack Fonseca. Et là, pas de chance. Pas de chance, il y a l'informaticien qui a tout balancé à la presse, tout le fichier. Donc ils se sont retrouvés poursuivis. Alors Panama a bougé contre eux. Alors vous savez, quand vous êtes trop montré du doigt, on fait quand même comme si on prenait des pieds. Bon. Donc ils ont poursuivi les deux responsables du cabinet, mais les salariés, alors j'ai vu récemment que les salariés s'étaient recyclés dans d'autres cabinets. Alors la troisième mesure, ce serait celle-là, c'est-à-dire d'exiger de ces pays-là et de faire en sorte qu'ils sanctionnent tous ceux qui se livrent à ce type de fraude, qui vendent des sociétés offshore. Vous voyez, c'est des choses concrètes. Moi, je suis concret. Tant qu'on n'attaquera pas le mal à sa racine, on n'y arrivera pas. Alors on pourra dire, vous signez des conventions, vous assistez. Ok, d'accord, mais les outils sont là. Donc tant que vous ne supprimez pas ces outils, même chose pour ceux qui organisent la fraude, ces cabinets de conseil qui organisent de la fraude. Vous en avez par exemple en Suisse. Alors, je ne veux pas dire que ces cabinets de conseil, en général, ils ont une compétence. Et ils ne gèrent pas que de la fraude, évidemment. Mais il y a une part de fraude, quelquefois. Et bien, qui sanctionnent ceux qui font cette fraude. Vous avez vu tout à l'heure la banque suisse. Vous avez cité l'exemple de la banque suisse avec son lanceur d'alerte qui est venu en France. On n'a pas sanctionné la banque en Suisse, au contraire. On a sanctionné celui qui trahissait. Donc le message est clair. Ne trahissez pas, ne livrez pas les secrets, ne trahissez pas, ne livrez pas le nom des fraudeurs. Mais tant qu'on aura des comportements comme ça, on n'y arrivera pas. Moi je veux bien, on lutte. Ok, mais commençons par là. Donc voilà, moi je suggère un certain nombre de propositions totalement idéalistes, hein, j'en ai tout à fait conscience. Voilà, alors, comptez pas sur ces pays-là pour le faire, comptez pas sur toutes les dictatures pour adopter des positions comme celle-là, ni sur la Chine, ni sur la Russie. Quant à nos grands pays démocratiques, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, vous avez un paradis fiscal au sein des États-Unis, ça s'appelle Delaware. Et que le président vient du Delaware, le président actuel. Le président vient du Delaware, oui. Et le prédécesseur, bon. Autre question. Oui, vous venez de parler des grands États démocratiques. Oui, vous m'entendez? Ah. Voilà. Vous venez de parler des grands États démocratiques. En dehors des États-Unis, vous avez souvent cité, donc le savent, en dehors du Panama que vous venez d'évoquer, y a-t-il d'autres États qu'on pourrait inscrire, je l'ose dire, au palmarès de l'efficacité et de la vertu? Alors il y en a tellement que je n'aurais plus. J'y arriverai pas. Non, je dirais que il y a des États qui pourraient. Qui ont la vertu. La France, bien sûr. L'Allemagne. L'Italie, je parle des États. L'Espagne. Ces pays-là pourraient un jour dire on ne veut plus de ces paradis fiscaux. On pourrait créer une COP, par exemple. Alors, ça a des effets moyens, mais au moins ça participe de la prise de conscience. Une COP fiscale, en disant on va réunir tous les États, on va créer un mouvement pour réunir les États
déjà en Europe, mais même ailleurs. Parce que le problème, il n'est pas qu'en Europe, il est ailleurs. Je vais parler de Singapour, de Dubaï, de Caïman. Pour faire le point, pour dire, il y a tant de fraudeurs, voilà la masse de la fraude, puisqu'on a des économistes qui le savent, c'est dans quel pays, c'est comment, et obliger ces États à faire un état des lieux chez eux, pour nettoyer les écuries d'audience. Il y a quand même des États démocratiques, d'abord ils sont lésés, on est lésés. On revient à ce que je disais au départ, il faut financer nos hôpitaux, etc. Tout ça c'est de l'argent fraudé, on ne participe pas au collectif. C'est du perso, là, on n'est pas dans le collectif. Alors il faut du collectif, il faut l'imposer à tout le monde, ou alors on l'impose à personne. Parce que et je pense que les citoyens finiront par réagir contre ça. Le jour où ils auront pris conscience du problème, qu'ils réagiront, les politiques bougeront. Parce que ça pèsera dans la voix de l'électeur. Maintenant, regardez dans les programmes électoraux, la lutte contre les paradis fiscaux, c'est pas en tête de liste. Hein. Oui. Oui, dans votre présentation, là, j'ai été un peu, disons, surpris quand même de l'ampleur du problème sur le fait que vous soyez aussi démunis pour comprendre tous les circuits complexes que vous avez développés tout à l'heure concernant tous l'argent, donc les placements divers et variés. Vous avez mis beaucoup de temps à réussir à comprendre cette complexité. Et puis, le manque de soutien à l'échelle nationale concernant notamment le ministère des Affaires étrangères, hein, qui n'a pas, enfin, qui ne faisait pas l'exemple que vous preniez sur Maurice, et puis également peut-être le ministère de la Justice, enfin, c'est ce que j'ai compris. Et donc, rien qu'au niveau français, est-ce qu'il ne pourra pas y avoir des moyens pour rendre plus efficace la compréhension du système et puis essayer de rendre plus rapide finalement les actions envers ces différents pays qu'on souhaite investiguer à différents niveaux. Et je prends un exemple notamment au niveau de tout la protection contre les cybersécurités. Donc il y a une cellule qui a été montée en France, attachée au ministère de la Défense, qui ont sollicité notamment des hackers, alors repentis sans doute, voilà, pour essayer de muscler un petit peu la discipline et avancer plus rapidement sur le sujet. Est-ce que par exemple, vous concernant, il n'aurait pas été intéressant de solliciter des spécialistes dans tous les circuits offshore? Il y a toujours des gens, des citoyens qui finalement se rendent compte au bout d'un moment que c'est pas terrible quoi, ce que l'on fait et qui pourraient, moyennant être sollicités par le ministère de la Justice, moyennant bien sûr subside, voilà, pour permettre de mieux comprendre, pour pas mettre trop de temps à mettre en place une procédure et taper vraiment au bon endroit. Et donc concernant les circuits de décision à l'échelle des ministères, comment comprendre ce qui se passe? Je ne comprends pas, hein, voilà, je ne comprends pas, mais comment faire en sorte, parce que vous êtes juge indépendant, vous disiez. Voilà, et donc cette indépendance, quelque part, elle doit marquer sa trace à travers les différents circuits administratifs que vous sollicitez avant d'intervenir sur un des États. Voilà. Donc, rien qu'à l'échelle française, il y a peut-être des choses aussi à développer pour être plus opérationnel. Alors, pour la première question, c'est des pesanteurs administratives. Et vous aurez beau réformer, si quelqu'un ne transmet pas parce qu'il est en vacances, parce qu'il est débordé, parce que ci, parce que ça, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Alors non, on ne peut pas faire grand-chose. Le fait que ça passe par le ministère de la Justice et des Affaires étrangères, c'est vrai pour certains pays, pas pour tous heureusement. C'est-à-dire qu'il y a des circuits plus rapides. Mais il y a des pays
où là, il y a des questions politiques qui font qu'avec tel pays, on ne va pas coopérer comme ça, parce que c'est pas une démocratie de l'autre côté, parce que si on a une demande dans l'autre sens, vous voyez, donc d'où l'intervention des affaires étrangères. Malheureusement, c'est des pesanteurs, c'est énervant, hein, parce que ces pesanteurs administratives, elles bloquent, elles retardent. La transmission du courrier, ben, c'est important. Si ça marche bien, tant mieux, mais quand vous avez autant de paliers à passer, c'est compliqué. Alors, il y a de plus en plus, heureusement, d'accords entre pays pour passer directement du ministère de la Justice à ministère de la Justice. Mais même là, je ne peux pas faire l'économie d'aller au ministère de la Justice. Vous voyez, je ne peux pas l'envoyer directement. Tout dépend des conventions internationales passées par la France avec ces autres États. Quand vous avez en face une horrible dictature, si vous signez une convention d'assistance, la France, avec une dictature épouvantable, ça veut dire que vous allez transmettre directement vos demandes, mais que les juges en face vont faire la même chose. Et ils peuvent poursuivre les opposants politiques, etc. Donc c'est pour ça qu'avec certains pays, c'est si compliqué. Et malheureusement, heureusement, au sein de l'Europe, on a simplifié quand même les choses. Déjà, il a fallu du temps. Parce que, excusez-moi, mais au sein de l'Europe, on est quand même tous des démocraties. Donc, je ne vois pas pourquoi, si un juge italien nous demande ci ou ça, on ne peut pas être saisi directement. Donc, on a eu le même problème, et il a été quand même, pour bonne partie, résolu au sein de l'Europe. Donc, ce n'est pas impossible. Mais il y a des pays extérieurs, on ne peut pas faire ça. Alors, les hackers. Ben, j'aimerais bien, moi, avoir des hackers. Mais est-ce que vous croyez que ça va passer? Ça passera pas. Ça passera pas parce que on dira que ma procédure est nulle, puisque j'ai recours à des procédés illégaux. C'est illégal de demander à un hacker de percer des secrets de comptes à l'étranger. Et puis, troisièmement, bon, il faut les rémunérer, c'est vrai. Et imaginons qu'il y a un budget pour ça, mais même, ça passerait pas. C'est la pile du micro. Pour avoir des comptes, par exemple, à Singapour, il faut que j'ai l'autorisation de la tournée de Singapour. Parce que je ne peux pas, moi, aller chercher des informations directement à Singapour, par un moyen ou par un autre. Seule la justice de Singapour peut valider, il faut que je m'adresse à la justice de Singapour qui va valider ma demande. C'est pour ça que ça passe par les ministères aussi de la justice. Parce qu'ils examinent ce qu'on peut faire ou pas. Ce qui prend du temps et malheureusement trop de temps. Mais je ne peux pas demander directement, je pourrais même tout simple, pourquoi je ne peux pas envoyer une réquisition directement à la Banque de Singapour? Parce que je n'ai pas de pouvoir. Mon pouvoir, il se limite aux frontières. Au-delà, je suis obligé de passer par l'autorité judiciaire compétente. Ça peut être un procureur, s'il y a un juge d'instruction, c'est un juge d'instruction, souvent c'est un procureur, c'est parfois la police, comme c'est le cas à Londres. À Londres, c'est la police. C'est compliqué. Mais pour revenir à mon exemple de Singapour, je vais vous donner un exemple. J'ai un collègue suisse qui découvre des comptes sur une demande d'un juge français. Il va à la banque suisse et là il tombe sur un fondé de pouvoir qui a son ordinateur avec son écran. Et sur l'écran, il voit des comptes ouverts à Gibraltar. Donc le juge dit, je prends aux données qu'il y a sur l'écran. Ben, il ne peut pas le faire. Parce que ce sont des rôles... Alors, c'était discuté, parce que c'est des éléments qui se saisissent en Suisse, sur son territoire. Mais c'était très discuté, parce que le banquier disait, mais attendez, ça c'est des relevés de compte de Gibraltar. Moi, je n'ai pas le pouvoir en Suisse. Ah, je voudrais bien le faire, bien sûr. Bien sûr. Mais je n'ai pas le droit. Excusez-moi, je n'ai pas le droit. Ah, oui, parce qu'il faut que vous ayez l'autorisation de la tournée de Gibraltar. Et ça a créé... Après, ils ont posé la question de la nullité, les avocats ont contesté. Enfin, oui, vous partez dans un truc
Alors, si en plus vous allez avec un hacker, je ne dis pas. Si c'est une ONG qui fait le boulot. Comment? Si c'est une ONG qui fait le boulot. Ah bah, si c'est une ONG qui m'amène des informations, je les prends. Mais les informations que va m'apporter l'ONG, il faut que je les vérifie, il faut que je les confirme. Ce n'est qu'une information, mais ça, c'est pas une preuve. Ça va être contesté. On va dire, l'ONG, elle fait n'importe quoi, c'est illégal, c'est bon. Je prends les informations et c'est important de les avoir. À partir de là, s'il y a un compte à Gibraltar, il faut que je fasse une demande officielle par le ministère de la Justice qui va aller à la tournée de Gibraltar. Et s'il ne veut pas coopérer, il ne veut pas. Ou s'il met 3 ans à le faire, il mettra 3 ans. Et tant que je n'aurai pas cette preuve-là, je ne pourrai pas construire un dossier judiciaire qui tienne la route devant un tribunal. C'est pas possible. Par contre, les informations, elles sont importantes parce qu'on manque d'informations. Moi, si j'ai des informations, je vais les exploiter. Je vais faire des demandes derrière. Et souvent, je ne les ai pas, ces informations. C'est ça qui est plus difficile à voir. Oui. Donc, je prenais l'exemple du hacker. Donc, c'est le ministère de la Défense qui, cybersécurité, qui sont là. C'est pas l'exemple par rapport à la justice. Par contre, c'était plus les spécialistes de bureaux offshore, voilà, qui eux ont des compétences. Certains peuvent finalement vouloir aider leur pays, parce que ça peut arriver quelquefois. Et donc c'est plus pour comprendre mieux les mécanismes et plus rapidement, parce que ce que j'ai compris, c'est que ça faisait beaucoup de temps pour comprendre cette complexité dans tous les placements, etc. Voilà. C'était plus sur ce sujet-là, et là, voilà, vous comprenez rapidement, plus rapidement, et puis vous pouvez après jouer, requérir sur des opérations avec moins de temps. Voilà. La lenteur de mon cerveau, vous voulez dire. Eh oui, il est long à comprendre, mais de toute façon, à hacker, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'explique comment fonctionne un compte à Singapour? Ça va, j'ai compris, au bout de quelques années, j'ai compris, mais vous savez, on ne peut comprendre que quand on a vu. Quand on a vu une fois, on comprend. Parce qu'en plus, les comptes, ils sont différents d'un pays à l'autre. En plus, c'est dans les langues différentes et tout ça. Et après, vous finissez par comprendre comment ça fonctionne. Mais vous ne pouvez jamais faire l'économie d'aller vérifier sur place. Vous devez demander à l'autorité judiciaire compétente, donc au pouvoir sur place, de le faire. S'ils ne veulent pas le faire, et les paradis fiscaux freinent, vous n'avez pas moyen, sauf à avoir des informations. Même si on ne peut pas les confirmer, on va apprendre que l'argent est parti dans un autre pays. Alors on va aller voir dans l'autre pays si c'est vrai que de l'argent est venu de ce compte-là, à condition de connaître le compte destinataire et la banque. Moi, si je n'ai pas le nom de la banque, je ne peux pas. Le pays et le nom de la banque, si j'ai les deux, c'est bon. Ah, je vais chercher si vous, monsieur, vous avez un compte, ou si vous êtes le bénéficiaire d'une société offshore. Bon, ça je peux le faire. Mais il faut que j'ai cette information extrêmement précise. Et cette information, oui, je pense qu'il y aura une je peux l'avoir, l'extraire d'un autre dossier, ou quelqu'un qui va parler, ou qui va se confier. Oui, ça peut être des sources. Mais c'est toute la difficulté. On a par exemple TracFin. Vous avez entendu parler de TracFin? Bon, madame, vous connaissez TracFin, bien sûr. Bon, TracFin, dès qu'un notaire voit une opération douteuse ou une banque, il est tenu de le signaler à TracFin. Exemple de l'argent qui arrive, 50 millions qui arrivent du Kazakhstan sur votre compte, là, le banquier il doit le signaler, parce que sinon il va engager sa responsabilité. Bon, donc ces organes TracFin fait partie d'un réseau. Inter-TracFin, il y a des TracFin équivalents dans pas mal de pays, et ils ont des informations. Et ces informations, je ne peux même pas, eux me les donnent spontanément, quand ils les ont, mais je ne peux même pas leur demander d'aller chercher ces informations. Mais non, je ne peux pas, madame. Parce que, oui, mais je ne peux pas. Parce qu'on m'a répondu, il faut que vous fassiez une demande officielle à la tournée là-bas, dans le circuit. Vous êtes juge, c'est un circuit judiciaire. Donc, mais oui, mais quelquefois, j'ai besoin de l'information elle-même pour aller la vérifier. Ils peuvent l'avoir, mais je ne peux pas leur demander de la vérifier. Voilà, des blocages. Ça, c'est un blocage que j'ai dénoncé plusieurs fois.
Et ils m'ont répondu, mais non, TracFin, c'est pas fait pour... c'est pas judiciaire, c'est créé par le ministère des Finances, c'est juste des échanges d'informations entre nous, et quand on voit quelque chose, on vous le signale, et vous ne pouvez pas nous demander de faire le travail à votre place. Ce qui est très contestable, hein, de mon point de vue. Parce qu'on travaille tous dans les bateaux. Est-ce qu'il y a une différence entre le pôle financier et le parquet national financier? Oui. Oui et non. Alors pour expliquer, le pôle financier, ça a été créé en 98. Ça regroupait des juges d'instruction parisiens et la branche du parquet, du procureur spécialisé, tous ceux qui étaient spécialisés en matière financière. Voilà, ça existe depuis 98. Ils ont créé ce pôle que j'ai rejoint en 2000 pour centraliser les affaires à Paris qui étaient financières. Le parquet national financier a été créé à la suite de l'affaire Cahuzac. Avec lui, alors là cette fois-ci, c'est pas des juges d'instruction, c'est un procureur, nuance, pas tout à fait pareil, mais qui est venu s'ajouter en quelque sorte. Donc on travaille ensemble. Moi j'avais à mon cabinet des dossiers qui dépendaient du procureur de Paris, et j'avais aussi des dossiers qui dépendaient du procureur national financier, qui étaient suivis par lui. Parce que alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique entre juge d'instruction et procureur, mais le parquet financier, c'est des procureurs. Voilà. Et qui aujourd'hui ont de plus en plus de pouvoir, bien que n'ayant pas les mêmes garanties d'indépendance statutaire que les juges d'instruction. Ils ont acquis en fait une indépendance, parce que maintenant on ne peut plus étouffer une affaire. Je ne suis pas sûr que vous soyez convaincus parce que vous pouvez me croire sur parole ou pas me croire. Je veux dire, vous ne pouvez plus étouffer une affaire dès lors qu'elle sort dans Mediapart ou dans Canard enchaîné ses eaux. Vous ne pouvez plus l'arrêter. Elle va forcément aller, il y a un procureur qui va s'en saisir, on s'appelle le parquet national financier. Dans l'affaire Cahuzac, ça s'est passé comme ça, dans l'affaire Fillon aussi. On a même accusé la justice d'aller trop vite. Et de toute façon, on a tout faux. Bon, donc on ne peut plus étouffer. Voilà. Donc l'intérêt de ce parquet national financier, c'est aussi cette centralisation qui a été commencée par le pôle financier et renforcée par ce parquet national financier. Et qui est un outil nécessaire, même s'il y a eu des problèmes. Vous avez su dans la presse des problèmes de personnes, on s'en fout des problèmes de personnes, ça arrive. Mais le fait de créer une institution centrale spécialisée, c'est bien à condition qu'on lui donne une indépendance. Parce que si demain vous avez un pouvoir, comment dire, j'allais dire un pouvoir fort, je ne vais pas considérer que le pouvoir est faible aujourd'hui, mais si vous avez des velléités de pouvoir de mettre la main sur la justice, ils peuvent encore le faire, Dieu merci pour eux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné aux procureurs les mêmes garanties qu'aux juges d'instruction, c'est-à-dire que les procureurs sont toujours nommés par le garde des Sceaux. Eh bien oui. Donc si vous avez un garde des Sceaux qui dit je veux un tel, je veux pas un tel, et que vous ayez un régime à la Poutine qui évolue dans ce sens-là, il a les moyens de le faire. On n'a pas fait les réformes de fond qu'on aurait dû faire. Et on n'est pas prêt de les faire. Pas dans les deux. Merci pour ce que vous avez dit jusqu'à présent, qui était vraiment passionnant. Moi, j'avais des questions qui reviennent un peu sur ce qui a été dit depuis le début. Une première remarque avant que j'oublie, vous parliez que la France était un État un peu modèle par rapport à d'autres. Je rappelle le classement de la liberté de la presse, on est 26e. Je pense que c'est quand même pas top pour un modèle. Mais bon, on a quand même gratté 8 places, donc c'est pas mal.
Je voulais dire, donc, vous disiez tout à l'heure que c'était illégal de faire appel effectivement à un hacker pour dénoncer des choses qui sont elles-mêmes illégales. Je ne comprends pas, mais là ça rentre plutôt dans le législatif, je ne comprends pas qu'il y ait une hiérarchisation en fait des lois. Et je ne comprends pas que dans ce système qui existe aujourd'hui, un tout petit gradient peut suffire à empêcher une procédure nécessaire pour que la loi soit appliquée. Donc la responsabilité, elle revient nécessairement, je pense, aux députés. Donc vous, juge en tant que tel, vous disiez que vous avez très peu de pouvoir au final pour appliquer les lois, déjà, quand elles existent et qu'elles peuvent être appliquées en théorie. Donc qui aurait les pouvoirs suffisants, si ce n'est les députés ou la presse, enfin des députés honnêtes, je ne sais pas si ça existe, ou la presse. une vision aussi noire. J'ai juste une remarque par rapport à l'affaire Fillon, comme c'est assez récent. J'avais cru lire dans la presse à l'époque, bon, il a pas eu de chance, c'est arrivé pendant la campagne présidentielle, c'est vraiment pas de chance pour lui. Mais l'affaire Fillon, donc, j'ai cru dire que les magistrats avaient dû entamer une procédure accélérée parce qu'ils avaient eu vent qu'une loi allait être votée ou un Parlement pour changer les délais de prescription. Une réaction? Je sais pas, j'étais pas en charge du dossier. Je sais pas ce qui s'est passé, exactement. Nous sommes dans une démocratie. Oui, parce que vous trouvez que ça a été ah oui, on n'aurait pas dû ouvrir, c'est ça, parce qu'on aurait dû laisser... Non, mais que les députés essayent de faire changer la loi pour protéger finalement un débat. Bon, là, vous faites des... C'était passé à l'époque dans la presse, et là, j'ai regardé avant de poser les questions. Monsieur Fillon a évoqué, enfin, en tout cas ses avocats, ont mis en cause la compétence de votre parquet financier. Il a juste évoqué un problème de forme pour essayer de se sauver d'un problème de fond. Et je ne comprends pas qu'on puisse se sauver aussi bien par des manières procédurales de problèmes de fond. Je ne connais pas j'ai pas suivi le problème là, que vous soulevez très précisément, mais les avocats peuvent soulever à tout moment tout argument qui leur paraît utile. Après, les juges apprécient si c'est fondé ou si c'est pas fondé. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est la loi. Alors, ceci dit, les juges, contrairement à ce que vous avez l'air de penser, ils ont une indépendance. Simplement, ce que j'ai voulu expliquer, ce que j'ai voulu vous expliquer ce soir, c'est que dès lors que l'argent franchit les frontières, on est désarmé. Et vous aurez beau multiplier toutes les lois, c'est pas un problème de multiplication de lois, c'est un problème de mettre au pas, en quelque sorte, ces paradis fiscaux. Tant qu'ils ne seront pas au pas, tant qu'ils ne coopèrent pas sérieusement et en toute transparence, on n'y arrivera pas, on aura du mal à y arriver. C'est pas le législateur français qui peut régler le problème. C'est un faux problème. C'est à l'extérieur que ça se joue. Donc il faut bien assimiler cette idée. Le juge, il a beaucoup de pouvoir. Il a de plus en plus de pouvoir. En France, il a beaucoup de pouvoir dans tous les domaines. Le juge intervient dans beaucoup de domaines. Il est très sollicité aujourd'hui, même s'ils ne sont pas assez nombreux. Il y a un rôle de la justice criminelle. Moi, ce que je soulève, c'est ce problème particulier des affaires financières que j'ai eu à traiter et qui vont au-delà des frontières. Et là, je dis que il n'y a pas de réglementation internationale, il n'y a pas de régulation internationale. Donc à partir du moment, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, et les juges qui, eux, sont limités par leurs frontières, ne peuvent pas agir sur le plan international. Il n'y a qu'une justice internationale qui pourrait le faire. Un juge international, imaginons un juge qui a une compétence dans le monde entier, il peut du jour au lendemain aller aux îles Caïmans, à Singapour, se faire communiquer directement les comptes en étant sur son territoire, puisqu'il a l'ensemble de la planète. Donc on n'en est pas là, évidemment. C'est pour ça, pour vous dire que les juges, ils agissent, même dans nos démocraties, à l'échelle nationale, à l'intérieur des frontières.
il n'y a pas de problème. Ils ont les pouvoirs qu'il faut. C'est à l'extérieur que le problème se pose. Voilà. Et c'est là que vous avez les grandes fortunes, les grandes fraudes, les grands trafiquants, etc. Ils sont là. C'est vrai que ma question était un peu de la sortie du cadre des paradis fiscaux, mais elle était sur le territoire français et même, je pourrais dire, sur le territoire européen, avec l'affaire récente de la vice-présidente du Parlement européen qui a invoqué quand même son... Enfin, les juges étaient obligés de la prendre en flagrant délit, d'après ce que j'ai compris, parce que pour des questions d'immunité parlementaire, c'est quand même assez dingue. Elle a été levée, l'immunité parlementaire. Oui, mais parce que parce qu'elle a été prise en flagrant délit. C'était la seule possibilité, apparemment, de la mettre de l'imputer. Oui, parce que sinon il aurait fallu demander l'autorisation au Parlement. Parce qu'il y a une séparation des trois pouvoirs, législatif, judiciaire, chacun ne peut pas empiéter. Et on voit bien qu'il y a un problème. Il y a une immunité parlementaire qui joue, comme pour les députés de France d'ailleurs, c'est la même. Ça a été restreint, mais il y a encore des zones qui ne sont pas égalité parce qu'il y a toujours la crainte que la justice empiète sur le gouvernement des juges. Voilà, on nous accuse toujours de ça. Donc effectivement, remarquez que dans cette affaire du Parlement européen, mon collègue belge, il a pu faire ses perquisitions, alors je ne sais pas comment ils ont pu trouver autant d'argent par surprise. Alors, aussi, autre question. Attendez, comment est-ce qu'on peut sortir autant de liquide aller à la banque, commander 600 000 euros en liquide. Alors d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Alors en plus, ils ont réussi à saisir les billets. Ça, c'est bien parce que les billets, ça parle. Oui, qui les a émis, quand, etc. Maintenant, si moi j'avais été le corrupteur dans cette affaire-là, si j'avais dû verser 600 000 euros en espèces, je ne serais pas allé à la banque. Même à la banque de Dubaï ou du Qatar, je ne sais où. Non, je n'aurais pas fait ça. J'aurais fait de la compensation. J'ai un banquier suisse qui gère mes avoirs. Il a d'autres clients. Moi, j'ai besoin de 600 000 euros en espèces. C'est au Luxembourg ou non, c'est au Luxembourg, c'est en Belgique. Bon, en Belgique, oui, bien sûr. En Belgique. Comment je fais? Il se trouve que mon banquier, il a des clients trafiquants de drogue. Oui. Donc en Belgique, il y a des trafiquants de drogue qui ont des espèces et qui ne savent pas quoi en faire. Parce qu'il y a trop d'espèces, trop de liquides. Les petits dealers, ils ramènent l'argent liquide. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il faut qu'il paye sa drogue à son fournisseur marocain. Alors, il y a 30 ou 40 ans, on transportait les valises, les billets, etc. Bon, aujourd'hui, on fait quand même mieux. C'est-à-dire que les banquiers suisses, j'aurais plutôt dû vous dire une fiduciaire suisse, c'est petit cabinet de conseil, qui va faire quoi? Il a deux clients. Il a vous, monsieur, par exemple. On va dire que vous êtes trafiquant de drogue. Voilà, donc vous avez, à Bruxelles, vous avez 600 000 euros. C'est la recette de la journée. Bon trafiquant, mais il y a mieux quand même. Hein, bon, mais on vous prend en considération quand même. Moi, je dois arroser notre député. J'ai besoin des 600 000 euros pour lui remettre. Donc je vais m'adresser à ma fiduciaire et lui dire, voilà, est-ce que vous n'avez pas un client qui... Bah oui, ça tombe bien. J'ai monsieur, là, il est à Bruxelles, il a les 600 000 euros. Il a un compte aussi chez moi, en Suisse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais aller à Bruxelles. Il y a un représentant de la fiduciaire qui va venir vous voir.
Ah, vous savez pas, à ce moment-là, vous ne donnez pas l'argent. Hein. Tout simplement, vous avez un compte dans la fiduciaire et moi aussi. Au moment où vous allez remettre l'argent, la fiduciaire va débiter mon compte de 600 000 € qui est ouvert en Suisse au profit de votre compte. Et grâce à l'argent, vous sortez les espèces et vous avez 600 000 € sur votre compte suisse. Moi, c'est le contraire. On me débite les 600 000 € sur mon compte suisse et j'ai l'argent que je peux remettre pour corps. Et cet argent sur votre compte suisse, vous allez pouvoir le virer à Gibraltar au nom d'une société offshore, dont vous êtes le bénéficiaire d'ailleurs, je le sais, monsieur. Et là, vous allez faire un virement auprès d'une autre société offshore qui a aussi un compte dans une autre banque de Gibraltar, et bien vous le suivez, et dont le bénéficiaire est votre fournisseur de drogue. Donc vous avez recyclé, vous, vos 600 000 € pour payer votre fournisseur, et moi, j'ai récupéré les espèces. Donc si c'est le cas, je souhaite bon courage du Belge, parce que vous, là, ici, saisis les 600 000 €, ils ne sortent pas de la banque. C'est vous qui les avez collectés auprès de tous vos dealers, auprès de gens partout, donc c'est indétectable. Voilà, moi, personnellement, c'est ce que j'aurais fait si... Oui. Oui, justement, par rapport aux nouveaux outils que un certain nombre de voyous peuvent utiliser, qu'est-ce que vous pensez des systèmes tels que Bitcoin qui permettent quand même des échanges très rapides et très opaques entre différents paradis fiscaux? Parfait, moi ça va tout à fait. Sauf que n'oubliez pas qu'il y a une crypto-monnaie qui s'est cassée la figure, c'est pas la société. Et le responsable de cette très grande, des deux principales structures, qui fait New York, autant que je me souviens, j'ai lu dans la presse qu'il y a un juge américain qui l'avait laissé en liberté moyennant le versement d'une somme de plusieurs centaines de millions de dollars. D'accord, mais ils viennent d'où ces centaines de millions de dollars? Parce que l'argent qui est perdu, parce qu'elle a fait faillite, c'est Bitcoin, n'est peut-être pas perdu pour tout le monde. Alors c'est un peu le serpent qui se mord pareil que vous. Alors maintenant je connais pas plus, mais c'est vrai que ça permet l'anonymat, ça permet d'importantes plus-values, ça permet de blanchir l'argent et de le ressortir. Donc le problème de cet argent, c'est qu'il faut le blanchir, on va le faire passer dans des circuits compliqués, et à la sortie, une fois qu'on pourra plus retrouver sa trace d'origine, ils vont l'investir dans l'économie française, ils vont acheter des actions, ils vont acheter des appartements à Londres. On parlait des oligarques, il y a tout un quartier d'oligarques là-bas. Ils se portent bien, les oligarques, que ça. Il y en a même un qui avait un club de foot. Vous avez vu comme il s'est dépêché de le vendre quand il y a eu les sanctions là. Y a-t-il d'autres questions? On va prendre une autre, la dernière éventuellement s'il y en a une, sinon on va passer à la séance de dédicace et au pot qui vous attend. Alors je vais vous faire quelques annonces quand même avant de remercier René Van Meter.